Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous qui nous suivez partout à travers le monde, au travers de notre chaîne YouTube Leadership Moments Télévision. Vous êtes ici à Kinshasa, en province, tous comme à l'étranger, et vous suivez votre émission Pôle Vision, présentée par Welcome Gimbi. Je vous remercie de votre réelle assistance, vos soutiens, vos encouragements, votre réelle attention pour le travail que nous sommes en train de faire. Et continuez massivement aussi à vous abonner sur notre chaîne YouTube Leadership Moments pour continuer à suivre les différents numéros de votre émission Pôle Vision, comme vous l'avez vu dans la bande d'annonce. Et au regard de l'actualité ou encore des différentes crises et tensions que nous observons dans l'ère actuelle dans notre pays, la République du Congo, nous allons essayer un peu de réfléchir sur l'avenir de notre pays, essayer un peu de voir quelle vision que nous donnons, que nous projetons sur le futur de notre pays. Et pour ce faire, je reçois pour la première fois sur ces plateaux un analyste politique, un acteur politique que vous connaissez bien au travers de ses récentes interventions sur d'autres médias. Mais c'est sa toute première fois de passer à notre émission Pôle Vision. Il s'agit de M. Désiré Tchimbekoy que je salue avec honneur. Bonjour à vous, M. Désiré Tchimbekoy. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis content de répondre à votre invitation, mais je voudrais apporter quand même une petite précision. Pas simplement analyste politique, mais cadre d'un parti politique en vol. Je voudrais me présenter en tant que tel. Oui, c'est ça même que je dis. Je précise même je signale même à nos chers internautes que vous êtes cadre, secrétaire exécutif provincial du parti politique en vol du député national Délice Sesanga, que je salue en passant. Mais sinon, comment vous vous portez? C'est votre première participation à l'émission Pôle Vision, votre très bien honneur. Quelles sont vos impressions par rapport au travail que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous sommes sur la bonne logique ou il y a un petit égarement que vous pouvez soulever aujourd'hui? D'abord, je vous dis merci de venir jusqu'à nous pour nous attendre parce que c'est une initiative qu'il faut saluer aujourd'hui, voir de jeunes penser, pouvoir prendre le point de vue d'une formation politique et le transmettre au peuple, c'est quelque chose de tout à fait important que je salue. Je suis pour l'initiative et je collabore avec vous et vous promets de continuer à collaborer avec vous dans les prestations à venir. Je salue l'initiative, je salue vos démarches et votre manière de travailler également, ça m'enchante. Très bien, merci. Mais sinon, comment se passent aujourd'hui les activités partisanes au sein de l'envol? Est-ce qu'il y a des objectifs que vous êtes fixés dans le passé, même aujourd'hui, qui rencontrent des obstacles ou tout semble bien aller aujourd'hui au niveau de l'envol? Tout va bien. Nous nous sommes fixés quelques objectifs au début de cette législature. Ça portait sur la révision de la Constitution. Envol devait revoir quelques dispositions de la Constitution, notamment nous avons proposé le retour à 2 tours de l'élection présidentielle. Nous avons proposé l'acquisition par le Congolais de la double nationalité. Nous avons proposé la révision également de l'article 70 de la Constitution et tant d'autres. Mais il nous a fallu, dans un premier temps, passer par une pétition. Cette pétition nous obligeait à pouvoir rassembler 100 000 signatures. C'était au cours de la première session parlementaire, c'était au cours du mois de mars. Et quand on devait se projeter à l'action, que la situation, l'épidémie à Covid-19 est venue nous tomber par-dessus, donc on n'a pas pu rallonger notre initiative que nous avons mis en suspense pour un temps. C'est ce qui a rencontré un obstacle, mais pour le moment, nous avançons autrement dans la politique avec ce qui se passe dans le pays. Nous continuons de proposer. Il n'y a pas longtemps que 2 mois, l'honorable Sesanga a fait une proposition au Parlement sur la dissolution du Conseil national suivi de l'accord qu'il avait estimé ne plus être à même de faire un travail qui lui était imparti. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons confirmer que l'envol, le parti politique du député Délice Sesanga, continue à travailler pour l'intérêt des Congolais, ou peut-être vous êtes lancé à poursuivre d'autres objectifs, comme nous voyons aujourd'hui d'autres partis politiques ne cherchent que des intérêts personnels? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Délice Sesanga, avec toute son équipe de l'envol, continue à chercher le bien-être des Congolais? L'honorable Délice Sesanga Ipungu, qui est le président national du parti politique Envol, c'est quelqu'un qui est toujours proche de la population.
Ce n'est pas quelque chose à démontrer. Vous êtes journaliste, faites des investigations. C'est le seul élu qui a demandé la réduction du train de vie de l'État. Il ne s'est pas limité là. Après avoir soumis cette proposition, ça lui a coûté cher au Parlement. Ses amis se sont révoltés contre lui. Mais il ne s'est pas limité à la simple proposition. Lorsque nous avons connu la Covid, l'honorable Délice Sanga a renoncé jusqu'au jour d'aujourd'hui à ses émoluments pour justement appuyer l'équipe des luttes contre le coronavirus. Et jusqu'aujourd'hui, il n'en touche pas. Je ne sais pas ce qui peut être plus proche de la population que de voir un député renoncer à ses émoluments et les déverser pour pouvoir appuyer le malade et l'équipe qui s'occupe de la réponse. Par rapport à la décision qu'il a prise de donner ses émoluments pour la poursuite de l'éradication du coronavirus, il y a certaines personnes qui sont en train de spéculer, qui disent que ce n'est pas vrai. Et pourtant, eux, ils pensent que Denis Sesanga continue toujours à avoir accès à ces émoluments. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que ce n'est pas une farce de la part de M. Denis Sesanga? Est-ce que ces gens qui sont en train de vouloir vilipender une action sociale d'un élu du peuple ont suivi l'intervention du docteur Mouyembe, qui est chargé de la coordination technique de cette équipe au niveau du Parlement, lorsqu'il a dit que le concours de l'honorable Denis Sesanga est tombé à sa juste valeur? Parce que nous ne sommes pas limités là. Grâce au partenariat de Afriland Fast Bank, nous avons matérialisé cette promesse parce que cette banque nous a permis d'aller un peu en avant. Il y a une ambulance qui a été disponibilisée à l'équipe de riposte. Il y a le matériel de protection des personnels soignants parce que c'était eux qui étaient au front de la Covid. Et tout ça, lorsque des gens qui se disent être hommes d'État spéculent sur des informations et veulent en faire une désinformation, c'est regrettable. Lorsque un élu, un proche, un député, comme tout autre, fait une action au niveau de la nation, et que cette action s'inscrit dans la logique de porter du soutien et du bien-être au peuple congolais, nous devons avoir le courage de le saluer, sans tenir compte, bien évidemment, de nos positions politiques. Mais voyez, la politisation des actions en faveur de la société est un crime contre la société, parce que on est député, on est ministre, on est ce qu'on est parce que le peuple en a décidé. Mais quand un élu, un député, pose une action de solidarité, de libéralité en faveur de ce peuple et que les autres cherchent à vilipender, c'est tout à fait regrettable. Et ce sont de fausses informations qui se sont cousues dans le seul but de vouloir inciter l'opinion sur une certaine prise de position qui n'a pas de sens, et nous n'en faisons pas débat au sein de notre parti. Très bien, je pense que là c'était juste une parenthèse, mais en quoi vous dire, je sens que c'est vraiment les disciples de M. Denis Sesanga qui ont en train de parler. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons affirmer que vous me serez toujours cadre de l'envol, ou peut-être dans l'avenir, vous pouvez aussi changer des aspirations. Peut-être vous pouvez aussi créer votre parti politique. Nous avons l'exemple de M. Adolphe Mouzito qui faisait partie du PALU, mais aujourd'hui il a Nouvel Élan qui est son propre parti politique. Est-ce que M. Désiré Sesanga sera continuellement cadre de l'envol, ou il peut peut-être changer des aspirations politiques? Les aspirations politiques sont tributaires d'une idéologie et d'une vision. Nous ne venons pas dans des partis politiques parce qu'on a de beaux yeux, parce que le président de ces partis politiques est de notre tribu, parce que le président de ces partis politiques nous plaît. Non, je ne pense pas pour un intellectuel. Nous venons plutôt dans un parti politique parce que la vision, l'idéologie de ce parti politique cadre avec le bien-être de la population. Je peux vous assurer que si longtemps que l'envol de l'honorable Denis Sesanga gardera sa vision politique qui est pour l'intérêt du peuple congolais et son idéologie qui porte pour des bonnes valeurs, nous serons toujours membres de cette formation politique. Oui, je pense que le message a été passé par de milliers d'internautes qui sont en train de nous suivre. Mais M. Désiré Tumekoy, vous êtes secrétaire exécutif provincial du parti Envol, comme je viens de le dire tantôt. Ça fait d'ici là 60 ans depuis que notre pays, la RDC, est devenu un État indépendant.
dans 60 ans passés, depuis que nous sommes devenus souverains. Et dans ces 6 décennies, il y a déjà 4 régimes présidentiels qui sont déjà passés, à savoir le régime du président Feu Kassavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 5e régime, celui du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'événements qui se sont déroulés pendant ces 60 ans, que ce soit sur le plan positif ou négatif. Maintenant, vous, en tant qu'acteur politique, pensez-vous que le Congo est en train d'évoluer? Le Congo est-il un pays, un État stationnaire ou le Congo a régressé? Est-ce que dans le niveau où nous sommes aujourd'hui, sur le point où nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous avons évolué? Nous sommes toujours sur la même place où nous étions il y a de cela 60 ans passés, où nous avons régressé. Quelle est votre analyse et votre lecture quant à ce? Mon point de vue par rapport à la situation de la République démocratique du Congo depuis notre accession à l'indépendance veut que vous prenez la RDC des 60 à aujourd'hui, les situations restent les mêmes, mais les régimes ont changé, comme vous l'avez dit. Oui. Nous avons connu plusieurs alternances, parce qu'à un certain moment, les gens avaient tendance à dire que l'alternance était la seule solution pour changer la situation sociale de la République démocratique du Congo. Je vous dis que ça n'était pas l'alternance parce que nous en avons connu autant. Le fait de quitter la domination belge pour la République démocratique du Congo, pour que le président Mobutu porte le charge de la RDC, c'est une Kassavubu, merci. C'est une forme d'alternance. Et le fait de quitter Kassavubu pour Mobutu, c'est aussi une alternance. Mobutu pour Laurent Désiré Kabila, c'est une alternance, mais la seule différence, c'est que ces alternances se sont passées dans un contexte de violence. Contrairement au contexte que nous avons aujourd'hui, il y a eu bain de sang. C'est-à-dire que le problème n'est pas au niveau de l'alternance, mais le problème est au niveau de la révisitation des tissus, de la morale de la classe politique congolaise. Notre classe politique congolaise est beaucoup plus portée sur des individus plutôt que sur des valeurs, sur des idéologies. Vous regardez Mobutu pendant son règne, tout le monde qui voulait accéder à un poste, tout le monde qui devait exister politiquement, devait faire allégeance à Mobutu et devait le louer, une forme de paternalisme. Donc, il mettait au centre l'individu à la place des idées. Vous quittez Mobutu, vous venez à Laurent Désiré, c'est la même chose. Vous prenez Kabila aussi, vous trouvez les professeurs d'université, tout le monde en train de s'agenouiller. On s'est dit, c'est parce que cette personne a beaucoup plus de sagesse que ces gens, ou c'est parce qu'il détient un pouvoir. C'est là le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est que on est beaucoup plus porté sur des individus que sur une vision ou sur une idéologie. La République démocratique du Congo, des 60 à aujourd'hui, n'a pas porté la situation sociale du peuple congolais à un niveau qu'il fallait. Je peux donc dire que 60 ans durant, la République démocratique du Congo ne devait plus connaître le même problème. Dommage, c'est que les mêmes problèmes que nous avons d'il y a ces 4 ans, nous les connaissons aujourd'hui. Je disais que les latinistes disent « non progredi est regredi ». Celui qui n'avance pas recule. On peut donc dire que la situation sociale, parce que le parti politique existe pour la société, pour la masse, pour les démunis, pour ces gens-là qui sont dans la pauvreté extrême. Et lorsque la situation sociale du peuple n'a pas changé, on ne peut pas parler d'une évolution, on peut parler d'une évolution des personnalités politiques qui ont occupé plusieurs postes. Vous verrez des gens, vous citez plusieurs 5 ministères qu'il a occupés depuis qu'il a accédé dans la vie politique. Par conséquent, vous regardez la situation sociale du peuple congolais, elle reste la même. D'ailleurs, ça me rappelle, il y a un auteur qui dit que on ne peut se dire être autorité que si on arrive à répondre aux besoins de ces populations. Ah voilà, donc. Ça, le problème. Mais sinon, en quoi vous avez dit, le problème que nous avons aujourd'hui ne se base essentiellement que sur les individus. Donc malheureusement, nous n'avons pas encore ici en RDC des hommes d'État, des hommes qui suivent l'idéologie, mais plutôt nous avons des personnes qui sont des personnes partisanes. Mais est-ce que le problème, ou encore les différentes crises que nous avons aujourd'hui, ne sont pas suites
du fait que nous avons accédé à l'indépendance de manière précipitée. Est-ce que si au moins les Congolais de l'époque avaient attendu pendant, je crois, 30 ans, comme l'avait dit le professeur Van Bussen, que le Congo devait être indépendant après 30 ans. Est-ce que si on avait attendu les 30 années à suivre, à venir, pour que nous puissions maintenant avoir accès à notre indépendance, nous aurions dû avoir la même situation d'aujourd'hui? Est-ce que les Congolais de l'époque auraient dû être mûrs pour nous léguer le bon héritage que nous méritons aujourd'hui? Je ne pense pas que cela soit la raison. On ne peut pas incriminer ceux qui se sont battus pour nous obtenir l'indépendance d'avoir mal agi. Ça serait de l'irresponsabilité. Je ne pense pas non plus que si on laissait 30 ans et que après 30 ans on léguait l'indépendance, ceux qui dirigeraient aujourd'hui se seraient conformés comme ceux-là se sont conformés. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la prise de conscience. Même si il faut considérer l'hypothèse selon laquelle l'indépendance a été obtenue tôt et qu'on a eu 60 ans et rester dans la même situation, c'est quelque part absurde. Je ne pense pas que le fait d'avoir obtenu tôt l'indépendance est la cause ultime de cette souffrance qui gangrène au niveau de la société. C'est la mauvaise foi, c'est l'absence de leadership au niveau de la conduite de chose de l'État, l'absence d'une vision claire. Vous voyez quelqu'un accéder au pouvoir, mais n'a pas en réalité une vision. Il arrive au pouvoir et c'est là qu'il commence à former d'équipes et à chercher quoi faire. L'absence d'une vision, l'absence d'un leadership éclairé et l'absence d'une politique publique bien orientée, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la RDC et surtout sa population continuent à souffrir et à connaître les sorts macabres qui continuent à ce jour. Très bien. Donc, si nous comprenons bien, le problème ne se base que sur l'homme congolais lui-même qui n'est pas conscient. Ce n'est pas le problème des colons, des colonisateurs de l'époque, ou encore de la succession des événements. C'est l'homme congolais lui-même qui est auteur de ce qui lui arrive aujourd'hui. L'homme congolais se battait pour la souveraineté. Et je pense que vous prenez la RDC comme une petite famille et un enfant qui a 18 ans, 20 ans, 25 ans, on lui demande de sortir. Et qui sort, il dit non, parce que moi, je ne suis pas bien aujourd'hui, même si j'ai étudié, c'est parce que mes parents m'ont demandé de me prendre en charge en temps. Et il continue à tenir ses discours jusqu'à quand il a 40 ans, c'est-à-dire il a 15 ans de liberté. Non, il faut se dire la vérité. Même si tu es sorti de la maison des parents avant, et quand tu as pris beaucoup de temps en dehors de la maison des parents, tu avais tout le temps de pouvoir te préparer et te prendre en charge, parce que le reste, c'est pour toi. Très bien. Vous êtes membre du parti politique, de l'un des 13 personnalités politiques qui sollicitent un consensus sur les réformes électorales. Donc, vous faites partie de ces membres politiques de l'Envol, parce que votre président, Denis Sassou, a fait partie de ces 13 parlementaires. Quels sont les objectifs poursuivis par cette démarche par les 13 parlementaires qui sollicitent un consensus? Est-ce que vous demandez qu'ils puissent avoir encore un énième dialogue? Est-ce que le fait d'organiser ces dialogues ne va pas encore essayer de régresser le pays aussi longtemps que nous sommes déjà dans une bonne allure pour le développement que nous espérons? L'objectif de ce dialogue n'est pas le partage du pouvoir, comme certains essaient de le citer, de le dire sans en avoir beaucoup plus d'explications. L'objectif de ce dialogue, c'est pour obtenir un consensus autour de la politique électorale. De 2006 à 2018, toutes les fois que nous avons organisé les élections, elles ont toujours souffert des contestations et certains animateurs de la centrale électorale ont été contredits même avant d'accéder à leurs fonctions et de travailler. Vous voyez, un homme Corneille Nangaa, avant qu'il ne travaille, il y a des gens qui disent « mais c'est un kabiliste, mais c'est tout. » Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, la classe politique puisse se regarder dans les yeux, se parler et définir une politique électorale claire sur base des réformes idoines qui doivent nous conduire à des élections pour éviter des contestations et des contestations qui toutes les fois nous amènent à perdre de vie des jeunes. Vous savez combien de gens sont morts pour les élections en RDC. Même la situation que nous avons aujourd'hui est tributaire de manque de leadership et d'une vision éclairée sur l'organisation des élections. Parce que lorsque vous avez un Martin Fayulu qui conteste les élections et celui-là qui sort, qui dit crise de légitimité, c'est parce qu'il y a un doute autour de la gestion de la politique électorale
il est temps de nous regarder, nous mettre sur une table et parler sur les élections. Ça n'a rien à voir avec un quelconque glissement, ça n'a non plus rien à voir avec un partage du pouvoir. Les soucis des G13, c'est d'obtenir un consensus, une vue commune autour des questions électorales et définir une meilleure politique électorale pour éviter les chaos pré- et post-électoral que nous avons toujours connu dans ce pays. Mais sinon, comment vous pensez arriver à ces consensus? Est-ce que dans ce dialogue que vous comptez organiser, c'est vous qui vous proposez être le médiateur de ce dialogue? Ce n'est pas un dialogue comme tel. Le dialogue, c'est quoi? Ce que nous faisons... Comment vous pensez obtenir le consensus au moment qu'il n'y aura pas concertation? Le consensus se fait avec diverses personnalités politiques. Mais je profite ici pour fustiger les communiqués du FCC parlant de cadre institutionnel. C'est vraiment aberrant et regrettable qu'une machine politique qui a été au pouvoir pendant 18 ans réfléchisse de cette manière lorsqu'ils disent il faut le faire dans un cadre institutionnel. Qu'est-ce qui est beaucoup plus institution en RDC que le président de la République? Parce que la première consultation des G13 s'est faite avec le président de la République. Et ils ont rencontré également le Premier ministre, qui est responsable d'une institution. Ils ont rencontré la centrale électorale, qui est une institution d'appui à la démocratie. Ils ont prévu même des rencontres avec les responsables du Parlement, qui constituent en soi une autre institution. Qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils disent qu'il faut le faire dans un cadre institutionnel? Mais selon, le problème, cela n'exclut pas que cette responsabilité revient essentiellement à l'Assemblée nationale, parce que les membres du FCC, ces éco-parlementaires du FCC qui sont dirigés par Didi Manara, disent que cette question devra être débattue lors de la session parlementaire de septembre prochain. Ou est-ce que vous n'êtes pas patient pour attendre la session prochaine pour entamer ces démarches? Vous savez que nous avons un parlement dont les puissances politiques ont de l'impact toutefois, parce que c'est un parlement qui obéit au fait aux partis politiques, aux idéologies politiques. Et toutefois que ces idéologies et ces partis politiques prennent des décisions, le Parlement se met dans l'obligation de pouvoir obéir. Et nous disons, si nous allons, parce que vous avez suivi il n'y a pas longtemps que 3 semaines, ici, l'honorable Christophe Lutundu l'a regretté le fait que sa proposition de loi a été bloquée au Parlement. Nous aussi, nous avons une proposition de loi sur la révision de la Constitution qui est presque mise en veilleuse au Parlement. Et ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est quoi? Parce que la composition du Parlement est tributaire des positionnements des formations politiques. Il faut obtenir en avant un consensus au niveau politique. Et lorsque nous rentrons à la session de septembre, nous allons en discuter au Parlement. Nous ne disons pas que nous allons organiser les dialogues pour conquérir cette fin. Nous disons plutôt que nous allons prendre les résultats de différentes consultations et les soumettre au Parlement lors de la rentrée parlementaire afin que cela soit débattu au niveau du Parlement. Mais néanmoins, on a déjà obtenu un consensus à l'externe parce qu'on se rend compte que toute le fois que les dispositions, les initiatives sont prises au Parlement, elles sont bloquées par les personnalités politiques. Lorsque vous dites qu'il faut revenir à l'Assemblée nationale, nous rions parce que l'Assemblée nationale vient de désigner Rossard Malonda dans une procédure vicieuse qui n'avait pas obéi au texte. Et vous avez vu des gens mourir pour cela. Très bien. En fait, moi je pense qu'il y a une idée qui me vient en tête, que cette démarche n'est que pour arriver aux fins politiciennes. Parce que, souvenez-vous, en 2018, vous, en vol, vous ne soutiennez pas la machine à voter qui a été proposée par Corneille Nangaa. Vous disiez que cette machine à voter faciliterait la tricherie, tout ça. Mais toujours, en cette année 2018, vous êtes décidé d'aller quand même aux élections de 2018. Et pourtant, au départ, vous étiez contre cette machine à voter. Mais aujourd'hui, vous revenez encore pour dire à cette population que vous voulez des réformes électorales aussi longtemps que vous avez trahi cette population en 2018. Parce qu'au départ, vous étiez contre cette machine à voter. Je ne sais pas ce que vous appelez trahir la population lorsqu'un parti politique exprime sa désapprobation par rapport à une fin. Parce que la machine à voter, il faut le dire ici, n'était pas prévue dans la loi électorale. Mais quand même, et lorsque l'envol prend la responsabilité de dire que non, les trucs que vous amenez n'est pas prévu dans la loi électorale, vous appelez ça une trahison. Non, et l'envol n'est pas le seul parti politique
qui a fustigé la machine à voter. Je suis bien d'accord avec, disons, avec les propos que vous avez tenus au départ. Mais le problème se pose au niveau où vous êtes décidé d'aller aux élections en 2018, là, avec cette machine. Mais donc, je vous dis... Vous avez vu maintenant, vous êtes maintenant rendu compte d'un objectif, d'un profit qui vous a poussé maintenant à accepter cette machine à voter. Et malheureusement, aujourd'hui, vous voulez revenir encore je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous appelez profit, parce que l'envol n'a jamais géré dans ce pays. Je vous rappelle que l'envol, en tant que parti politique, n'a jamais géré une institution en République démocratique du Congo. Nous n'avons jamais soutenu la MOUCA. Il faut éclairer l'opinion, il faut dire et après cela, vous êtes allé soutenir le cash. Non, ceux qui n'ont pas eu la chance de lire la charte de la MOUCA se pavanent dans les médias pour faire passer des inéries. La MOUCA, au fait, regroupait les personnalités politiques. C'était une alliance entre les diverses personnalités politiques et non les plateformes politiques qui les accompagnaient. Moïse Katumbi est allé au niveau de la MOUCA comme étant une personnalité politique. Cherchez la charte de la MOUCA, lisez cette charte avant de poser des questions. Vous allez vous rendre compte que c'est une plateforme qui regroupait les personnalités politiques. Ça n'avait rien à voir avec leur regroupement politique. Nous avons soutenu la candidature de Félix Tshisekedi dans un contexte de l'alternance. Nous avions vu que c'était les candidats qui représentaient la meilleure synthèse pour nous porter vers l'alternance dont on avait besoin. Mais il faut dire que l'envol n'a jamais été membre de la MOUCA, l'envol ne sera jamais membre de la MOUCA, et il n'est pas question d'être dans la MOUCA parce que la charte qui, au fait, avait fondé la MOUCA, c'était une charte qui regroupait les personnalités. Ça n'avait rien à voir avec les plateformes. Mais sinon, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous avez soutenu lors des élections en 2018, est aujourd'hui président de la République et il se bat pour instaurer l'état de droit. Est-ce que vous pensez que cet objectif sera atteint d'ici, disons, presque 2 années qui lui restent pour que nous puissions arriver à la fin de son mandat? Est-ce que c'est possible d'atteindre cet objectif? Par contre, nous pensons que l'objectif pour lequel nous nous sommes battus pour l'organisation des élections, c'était notamment améliorer la situation sociale du peuple congolais. Je constate avec vous que la situation sociale reste la même et le peuple congolais est en grande partie dans la misère. Je ne pense pas que cela soit une meilleure optique à prendre pour l'instant. Il fallait commencer par revoir et revisiter la façon de vivre de la République démocratique du Congo, de ses habitants, améliorer la situation sociale du peuple congolais. Quand on dit le peuple d'abord, c'est-à-dire il faut donner du primat aux actions qui permet au peuple de pouvoir s'émouvoir dans tous les domaines. Ce n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui, mais nous pensons que ce n'est pas non plus tard pour le président de la République de se ressaisir. Il a encore quelques temps devant lui. Il est possible qu'il revisite sa façon de gérer et qu'il revoie les intérêts du peuple en première ligne pour porter les actions dans ce sens, en toute bonne équité. Je pense que ça pourra aller. Mais je pense que pour atteindre ce but-là, celui d'améliorer les conditions de vie de la population, il faut d'abord commencer par le départ. Et le départ, il faut instaurer l'état des droits. Parce que si nous avons instauré ici dans ce pays la justice distributive, je pense que tous ces objectifs secondaires pourront intervenir après. Mais, si par exemple l'état de droit dans les deniers publics, on ne met pas la main sur eux. Carrément, nous n'aurons pas aussi à atteindre ces objectifs. C'est pourquoi nous sommes à l'opposition. Lorsque nous avons soutenu la candidature de Félix, mais lorsqu'on l'a vu faire allégeance avec des gens qui n'aiment pas que la justice puisse passer en première ligne, nous avons dit non, nous n'entrons pas dans ces jeux, nous restons à l'opposition. Nous pensons que le fait que l'UDPS ait en sa compagnie le FCC, il n'y a rien qu'on peut espérer de l'état de droit, des consistants, parce que vous aurez d'un côté ceux qui seront poursuivis et d'un autre côté, ceux qui diront non, écoutez, nous on est majorité au Parlement, on ne va pas répondre à une invitation de la justice. Mais sinon, et on aura en ce moment une justice de poids, de mesure. Lorsque Tamoué Mwamba dit que je ne réponds pas à une invitation de la justice. Mais sinon, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous étiez en train de dire ici que lorsque vous avez remarqué que le président Félix Tshisekedi est en train de s'allier avec les personnes qui ne marchent pas avec sa bonne vision, à qui vous faites allusion exactement? Nous avons pensé que l'alliance entre le FCC Cash
n'apporterait pas de solution aux situations de la République. Donc vous supposez que c'est ce qui bloque le pays aujourd'hui? Nous supposons que les blocages du pays d'aujourd'hui est notamment lié à l'absence d'une vision. Et l'absence d'une vision, c'est notamment coaliser avec des gens qui ne partagent pas vos ambitions et vos points de vue. Très bien. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Mais avant de boucler, au regard de tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui, parce que bien au départ, nous avons dit que notre thème, c'est le Congo d'aujourd'hui, quel avenir de demain? Au regard de tout ça, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour relancer la machine du développement tant souhaitée pour notre pays? Par où devons-nous commencer? Et quelle est la procédure que nous devons suivre exactement? Il faut commencer par l'organisation de bonnes élections. Et pour organiser de bonnes élections, il faut passer par des consultations et par les consensus autour des questions électorales. Il faut réformer le système électoral, ce qui nous permettra d'avoir des gens, des élus qui sont réellement mandatés par le peuple congolais. Donc, ça commence par là, oui. Et ça doit se poursuivre aussi par la conception d'une vision et d'un leadership éclairé, stable et à même de pouvoir conduire le peuple vers un destin meilleur. Donc on peut comprendre que le quinquennat du président Félix Tshisekedi est tombé caduc. Parce que vous dites qu'il faut organiser des bonnes élections. Donc non, attendre 2023. J'ai dit au cours de notre intervention qu'il n'était pas tard pour le président de la République de revoir sa politique publique, qu'il doit mettre au centre les actions favorables au peuple congolais. Je n'ai pas dit qu'il était, il avait accouché complètement la souris. J'ai dit qu'il était en milieu de son mandat et qu'il pouvait revoir sa façon de gérer. C'était possible. Mais notamment, pour l'avenir, j'ai proposé que la voix des G13 soit entendue et que les diverses personnalités politiques discutent sur la politique électorale et on dégage une épilogue à même de pouvoir leur permettre ou nous permettre d'organiser de bonnes élections qui vont en réalité nous donner des dirigeants issus par le choix exact du peuple et sincère. Très bien, monsieur Désiré Tshimeko. Je pense que là, c'était le dernier mot de votre dernière intervention, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à ajouter. Pas du tout. Je demande tout simplement au peuple congolais d'être derrière l'initiative des G13 qui consiste à pouvoir éviter le bain de sang. 60 ans après l'indépendance, nous devons nous interdire de faire couler les sangs des Congolais pour se positionner au détriment de ces sangs. Il faut que nous parlions sur des questions cruciales et que nous en dégagions en toute amitié une solution avant d'y aller. Très bien, merci monsieur Désiré Tshimeko. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif provincial de l'Envol, le parti politique du député national de lycée Sanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et quant à vous, chers internautes, je vous remercie de nous avoir suivis, de nous avoir accordé votre réelle attention. Continuez massivement à vous abonner sur notre chaîne YouTube, Leadership Moments Télévision, pour continuer à suivre votre émission Pôle Vision, votre tribune d'honneur présentée par Welcome Gimmi que je suis. Et pour le moment, je vous souhaite de bonnes choses et on se voit à la prochaine. Bye bye.